Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais juste tester parce que je ne sais pas comment... Ouais, je teste juste. C'est bon. Bonjour à tous. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup de m'offrir l'opportunité de pouvoir vous parler d'un moment de bascule assez particulier qui me paraît important, qui est le passage à l'acte pédophile. Mais avant cela, donc, je vais... comme on vous l'a dit, commencer par planter un peu le décor et vous expliquer ce que je fais dans la vie. Donc moi, je m'appelle Daniel Pinette, je suis psychiatre à l'établissement public de santé de Villévrard, en Seine-Saint-Denis, et je suis le médecin responsable du CRIAFS Île-de-France Pôle Est et de l'unité de psychiatrie et de psychologie légale. Donc je vais d'abord vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un CRIAFS, parce que ça me semble très important. Les CRIAFS, ce sont des centres de ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Donc ils ont été créés en 2006. Encore plus proche. Aïe. Merci. Donc ils ont été créés en 2006. Ce sont des structures régionales à l'action territorialisée. Donc on a toute la carte qui s'affiche. Les CRIAFS, ils sont composés essentiellement de personnel des professions de la santé mentale. Ils sont portés par des hôpitaux psychiatriques, la plupart, et l'ensemble du territoire national est couvert. Et en Île-de-France, on a quand même la particularité d'avoir 3 CRIAFS du fait de la densité de population essentiellement. Et celui dans lequel je travaille couvre les départements de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val d'Oise. Donc, tous les CRIAFS, en fait, de France, ils se sont fédérés au sein d'une association qui est la Fédération française des CRIAFS, qui nous permet de porter des projets d'ampleur nationale. Et donc, j'en parlerai un peu après, parce que c'est à ça que je veux venir aujourd'hui. Donc, les CRIAFS, c'est des structures qui s'adressent aux professionnels, aux intervenants, aux professionnels qui accompagnent, qui prennent en charge des auteurs de violences sexuelles. Alors que ce soit des professionnels des champs de la santé mentale, du sanitaire, de l'éducation nationale, de la justice, de l'enseignement supérieur, les forces publiques, on peut tout imaginer, le monde associatif. Et les CRIAF sont 6 missions, qui sont notées là-dessus, qui sont des missions de former les professionnels. Voilà. Favoriser et promouvoir, bien sûr, la recherche autour des auteurs de violences sexuelles, participer au développement de la prévention dans le domaine des violences sexuelles, animer le réseau santé-justice afin d'avoir une bonne articulation et permettre que tous les intervenants puissent bien travailler autour de ces patients-là, être un espace de ressources autour des situations complexes, des pratiques professionnelles et une mission documentaire. Donc, à Villévrard, adossé à ce CRIAFS-là, la particularité, c'est qu'en 2010, on a ouvert une unité de consultation, de soins ambulatoires, directement pour les auteurs de violences sexuelles, que l'on a appelée donc l'unité de psychiatrie et de psychologie légale. Et ces 2 unités ont la particularité de partager la même équipe et les mêmes locaux. Donc voilà nos locaux, on en parlait un peu. On est situé, on travaille dans une ancienne chapelle, dans l'ancienne chapelle de l'hôpital psychiatrique, ce qui entraîne certaines particularités au-delà de la beauté des lieux. À l'unité de soins, on reçoit essentiellement des auteurs de violences sexuelles dans le cadre de soins pénalement ordonnés, mais pas que, également de manière librement consentie. Et on a tout d'abord un temps de rencontre, d'évaluation, et après on leur fait donc une proposition de soins qui peut être en individuel ou en groupe. Une des particularités qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des patients que l'on rencontre, ils n'ont jamais eu de contact avec les systèmes de soins psychiatriques. Les premiers temps d'accueil, donc vous imaginez bien, ils sont quand même assez cruciaux. Il est quand même primordial de savoir conserver une position d'accueil, d'écoute, de bienveillance, bien sûr, et surtout de se positionner en se disant qu'on n'est pas là pour les juger. La plupart du temps, ils ont déjà été jugés, la judiciarisation, elle a déjà été faite, et nous, on arrive après, on n'est pas là pour ça, en fait.
Donc on arrive aussi souvent à un moment où ces patients, ils ont beaucoup perdu. Ils ont un peu tout s'est effondré dans leur monde et dans leur vie. Ils n'ont pas du tout envie de voir un psy et d'être en face d'un psy. Pour ceux qui en ont déjà rencontré, c'était dans un contexte plutôt expertal, donc avec d'autres enjeux et par rapport à la procédure pénale et d'autres implications. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même rapport. Et du coup, on est obligé de lutter contre les a priori et les représentations qu'on induit nous-mêmes du fait de notre profession, de l'hôpital psychiatrique et du fait d'être là pour des soins psychiatriques qu'ils n'ont pas demandé. La plupart du temps, d'ailleurs, ils disent qu'ils ne sont pas fous. C'est le premier truc qu'ils nous disent, parce que la première représentation, c'est quand même celle-là. Bon, il faut aussi savoir que ces patients-là, ils peuvent avoir de nombreuses résistances. Les soins sont le plus souvent quand même à la demande de la justice, comme je vous disais, dans le cadre d'une condamnation. Donc, ils sont amalgamés à la peine avec une idée comme ça qu'ils sont condamnés à des soins. Et ce qui empêche ce décalage et de voir effectivement comment ils peuvent s'en saisir. Donc, parfois, créer l'alliance, c'est quand même un véritable challenge avec cette population-là. Mais ce que je dis toujours, c'est que créer l'alliance thérapeutique, savoir faire émerger une demande, travailler avec la contrainte, c'est des choses qu'on sait faire en psychiatrie. Donc au final, on finit par y arriver, ça se passe plutôt bien. Et finalement, le fait d'être dans l'ancienne chapelle, moi j'ai comme l'impression que ça nous aide un peu pour ça, parce qu'on est dans un hôpital psychiatrique, mais le lieu de consultation, c'est pas dans un service de psychiatrie générale, c'est pas dans une unité d'hospitalisation, c'est pas sur un lieu de consultation de psychiatrie classique. Donc ça décentre un petit peu les choses, c'est un lieu aussi différent pour eux. Et cette question de la chapelle, moi je trouve que les auteurs, ils nous l'apportent jamais, finalement, en consultation. Les professionnels, les intervenants, par contre, que l'on rencontre et qui viennent nous rencontrer pour les formations, pour des temps d'échange, par contre, eux, ça les interroge et ils nous en parlent beaucoup. Donc je trouve qu'il y a vraiment un décalage comme ça où on voit bien que l'enjeu, il n'est pas là pour ces auteurs à ce moment-là. Parce que ce qu'ils voient et ce qu'ils rencontrent, c'est un lieu dédié pour eux, où finalement on les accueille, où on est poli avec eux, où on prend en considération leurs paroles, où on prend le temps aussi. Et c'est aussi ça qui nous aide à passer au-delà de ces résistances, de ces premières résistances. Alors, pour en venir à nos patients pédophiles, la première chose qui me semble extrêmement importante, le premier message que je veux vraiment faire passer, c'est qu'il est toujours incontournable de distinguer pédocriminalité et pédophilie. Donc, la pédocriminalité, elle fait référence aux violences sexuelles commises sur les mineurs. Donc elle englobe toutes les problématiques bien plus larges que la simple pédophilie. Il y a aussi l'inceste, les agressions par opportunité, tout ce qu'on peut imaginer d'agressions sexuelles sur mineurs. La pédophilie, plus exactement on dira le trouble pédophilique, il est défini par des classifications internationales des maladies, ça relève du vocabulaire médical, c'est pris en charge par des soignants, avec des critères de définition. Ça consiste en une attirance sexuelle prolongée, au moins supérieure à 6 mois, pour des enfants prépubères. Les personnes pédophiles, elles peuvent être attirées exclusivement par des enfants ou pas. Ça peut être aussi une attirance conjointe pour des adultes. Et le trouble pédophilique, il ne signifie pas forcément un passage à l'acte sur un enfant. Il s'agit d'une attirance sexuelle. Donc là, il y a un premier gros message, c'est quand même celui-là. Deuxième message, c'est qu'il est très important de comprendre que l'attirance sexuelle, elle est ni nécessaire ni suffisante pour expliquer une violence sexuelle, quel que soit l'âge de la victime, d'ailleurs. Donc elle n'est pas nécessaire car la plupart des passages à l'acte, ils sont l'expression de relations de pouvoir, de violence, de domination, ou encore ils résultent du manque de repères, du manque de limites dans le rapport à l'autre, d'une certaine immaturité. Donc, après, si elle n'est pas nécessaire, l'attirance sexuelle pour les mineurs, pour les enfants, elle constitue quand même malgré tout un facteur de risque de passage à l'acte pédocriminel.
L'attirance sexuelle, elle n'est pas non plus suffisante, car elle ne conduit pas toujours à la transgression du consentement d'autrui, ou de la transgression de la loi d'ailleurs. Dans le cadre particulier de la pédophilie, la plupart des personnes concernées avec une attirance sexuelle pour les enfants sont d'ailleurs décrites comme abstinentes. Il y a un concept de pédophile abstinent qui existe et se déclarent en souffrance et en lutte contre cette attirance et cette problématique. Alors, si on fait une petite pyramide de la population des pédophiles, la question de la prévalence, pour commencer, de la pédophilie dans la population, elle est assez complexe, parce que les études fiables, c'est compliqué, c'est rare, mais quand on compulse des études plutôt sérieuses au niveau de la méthodologie, on arrive à avoir des chiffres qui vont de 5 à 20% de la population générale. Donc 5% correspondront plutôt aux troubles pédophiliques tels que vraiment décrits dans les classifications avec une attirance stable dans le temps. 20%, quand on va jusqu'à 20%, on est sur des fantasmes sexuels transitoires plutôt. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on va passer de cette attirance sexuelle à un passage à l'acte sur un enfant ? Donc d'une part, il faut se pencher sur ce qu'on va appeler les inhibiteurs internes, à la bascule dans le passage à l'acte. Ces inhibiteurs, ils sont bien sûr à forte dimension éthique et ils permettent notamment de ne pas transgresser le consentement d'autrui, ni la loi, les règles du corps social. Et donc, la perception du consentement d'autrui, elle peut être entravée par différentes fonctions. Donc on parle souvent de l'empathie cognitive qui permet la perception des émotions d'autrui. On parle de la théorie de l'esprit qui permet, qui est l'attribution et la compréhension des intentions d'autrui. Et il y a des troubles psychiatriques qui peuvent altérer donc cette capacité à discerner ce consentement par défaut de ces fonctions. On pense notamment à des troubles psychotiques, aux troubles déficitaires, aux différentes problématiques de déficience intellectuelle. Bon, ce ne sont pas les situations les plus fréquentes, je ne vous le cache pas, que l'on rencontre. La plupart sont quand même déclarés irresponsables pénalement, mais ça existe, il faut le savoir. Il y a d'autres fonctions au niveau des inhibiteurs internes qui peuvent être altérées et qui sont très importantes à prendre en considération. C'est tout ce qui va toucher le respect de l'autre, le respect de ses intentions, de ses désirs, le fait de ne pas nier l'autre, la volonté d'écouter l'autre par opposition à une pulsion plutôt égocentrique. Et là, on va être plutôt du côté des troubles de la personnalité, des mécanismes de fonctionnement, qui vont entraîner une non-prise en considération du respect de l'autre par négation de celui-ci ou une priorisation de ses propres besoins plutôt immatures et égocentriques. Donc les patients, là, ils sont le plus souvent reconnus responsables, c'est la majorité de ceux qu'on rencontre. À ça, sur ces inhibiteurs, il faut aussi rajouter l'importance des fausses croyances, toutes les distorsions cognitives, qui sont des croyances et attitudes inadaptées. Il faut rajouter aussi les idées véhiculées par la société. On parle beaucoup de culture du viol, donc ça a un impact aussi sur ces inhibiteurs-là, et ça vient agir sur ces inhibiteurs. Les personnes pédophiles, elles ne passent pas nécessairement à l'acte, comme je l'ai dit, mais lorsqu'elles le font, c'est la plupart du temps en raison d'un trouble de la personnalité associé, voire de traits de perversion même, ou parfois d'une déficience cognitive qui ne permettent pas de réfréner un désir ou de comprendre une loi à ce moment-là. Donc comme je l'ai déjà dit, je ne le répéterai jamais assez, un désir, une attirance ne suffisent jamais à expliquer et justifier une violence sexuelle. Il faut rajouter là-dessus aussi, il faut toujours penser dans les éléments de bascule sur le passage à l'acte aux consommations toxiques, bien sûr, qui peuvent avoir des effets désinhibiteurs. Elles vont jouer en fait un rôle en venant affaisser certains inhibiteurs internes. Voilà. Donc c'est là qu'elles jouent un rôle dans la commission du passage à l'acte. Et il faut toujours prendre en considération également et penser aux facteurs externes qui vont arriver dans la vie des gens.
On pense notamment à tout ce qui va, toutes les situations qui vont venir déstabiliser en fait une sorte d'équilibre fragile de la réalité du sujet, qui vont déborder toutes ces capacités d'adaptation. On pense souvent, on parle du deuil, des effondrements dépressifs. Assez classiquement, on parle de la grossesse de la conjointe. C'est aussi un facteur de stress assez classique. En tout cas, c'est des situations où l'impossibilité d'adaptation à ces situations qui va induire un effondrement des inhibiteurs et favoriser un recours au passage à l'acte. Le passage à l'acte pédophile, il présente un enjeu majeur de santé publique, ça, je pense que je l'apprends à personne, du fait des conséquences qu'il va avoir à court, moyen et long terme sur l'ensemble des victimes. Okay. Pour un individu porteur d'un trouble pédophilique, ce passage à l'acte, il n'est pas inéluctable. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. La majorité des patients pédophiles, ils sont demandeurs d'aide. Ça, on a des études qui nous le disent. Et beaucoup ne passent jamais à l'acte. La prévention des passages à l'acte pédocriminels, elle est longtemps passée par des actions de prévention auprès des potentielles victimes, c'est-à-dire plutôt les enfants. On se souvient, là, j'en ai mis quelques-unes, mais on se souvient de Mon corps, c'est mon corps, les outils de stop aux violences sexuelles, etc., qui existent depuis des années, depuis maintenant le milieu des années 80, tout ça, ça s'est développé. Mais en fait, moi, il me paraît de plus en plus clair, il nous paraît de plus en plus clair à tous, qu'on ne peut pas faire porter à l'enfant le poids et la responsabilité de se protéger lui-même. Ainsi, il faut penser la prévention en amont, orientée vers l'auteur ou encore mieux, encore plus en amont, vers les potentiels auteurs, pour avoir une action de santé publique qui soit efficiente. J'en arrive donc à la ligne stop. Alors, avec le soutien du secrétariat d'État chargé de la protection de l'enfance, la Fédération française des CRIAFS, elle a mis en place une expérimentation d'un service téléphonique d'évaluation et d'orientation vers les soins pour les personnes attirées sexuellement par les enfants. L'objectif, donc, c'est clairement celui de la prévention des violences sexuelles sur les mineurs, en évitant les passages à l'acte et en ciblant donc directement l'auteur potentiel d'un passage à l'acte sur mineur. Donc, pour ça, en fait, on s'est inspiré de ce qui se passait à l'étranger, de ce qui se passe depuis maintenant presque 30 ans au Royaume-Uni, depuis les années 2000 en Allemagne, mais qui n'existait pas encore, en tout cas sous cette forme-là, de manière standardisée en fait en France et organisée. Donc, à l'issue de cette expérimentation, qui a duré une année, le dispositif, on l'a baptisé STOP, pour service téléphonique d'orientation et de prévention. Donc, il a été généralisé sur l'ensemble du territoire national depuis janvier 2021. Donc, ça va faire bientôt un an. On a un numéro d'appel qui est non surtaxé, donc c'est le 0806 23 10 63. Et qui complète donc toute une campagne de sensibilisation, de communication, des outils de plateforme numérique, parce que c'est beaucoup par Internet et par le numérique, effectivement, qu'il faut pouvoir toucher la population des potentiels auteurs. Donc c'est conçu, en fait, ce dispositif comme une interface qui vient orienter l'appelant vers le CRIAFS de proximité, le plus proche, pour échanger avec un professionnel de santé, qui l'orientera, donc, si besoin, vers une prise en charge adaptée, dans le but de pouvoir éviter les passages à l'acte sur les mineurs. Voilà. Je vous remercie beaucoup.